nous allons parler d'un des aspects les moins connus de cette histoire des moujiks, là. C'est le camp de Cournot. Alors, le camp d'ici, on le connaît un peu. On connaît un peu l'île d'Aix, mais le camp de Cournot, il est assez peu, du Cournot, il est assez peu connu. Moi, c'est la première fois, en tout cas, j'en entends parler. À vous la parole. Merci. Mais justement, il est dans le pays de Buch. C'est pour ça que je suis là. Il est situé tout près d'Arcachon, sur la commune de la Teste de Buch, qui est la capitale du pays de Buch. Voilà. D'où le fait que la Société historique se soit penchée sur le deuxième camp des soldats russes en France. Bon, que peut-être certains parmi vous ignorent, mais je vais essayer... non, je ne vais pas essayer de faire un récit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis en bas de l'estrade le texte long, parce que je me doute bien qu'en 20 minutes, je ne vais pas réussir à dire tout ce que je voudrais dire. D'autant que ce n'est pas une description que j'ai essayé de faire, mais j'ai essayé d'essayer de comparer dans une certaine mesure à ce qui se passe à la Courtine, et je vais essayer de me demander, ces gens-là, est-ce qu'ils étaient révolutionnaires ou pas? Alors vous me direz, poser la question comme ça, c'est un petit peu trop simpliste, mais vous verrez tout à l'heure qu'on aura quand même le temps, j'espère, d'entrer dans quelques petites nuances. Alors donc, comme je viens de le dire, c'est un camp d'hivernage. Alors oui, petite remarque aussi, on a une expo là au fond de la salle sur les tirailleurs sénégalais. Vous avez un panneau sur le camp du Cournot. Mais évidemment, on n'a pas vu le rapport entre les deux parce que c'est dans le même camp où étaient les tirailleurs sénégalais que les Russes arrivent juste après. C'est-à-dire les Russes, ils arrivent le 11 août 1917, ils sont là jusqu'au 14 janvier 1918, donc ils sont là pendant 5 mois. Mais c'est le même camp, c'est un camp d'hivernage qui était assez mal réputé parce qu'il était très marécageux, etc., etc. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Donc, ici, je vous mets un très joli tableau. Alors, ça vous dit sans doute rien, sauf ceux qui ont peut-être entendu parler de l'exposition qui se tient en ce moment à Péronne, à l'Historial, autour du peintre Alexandre Zinoviev. Parce que notre Alexandre Zinoviev, il faisait partie des Russes du Cournot. Voilà. Seulement, il n'y reste pas très longtemps, parce que vous avez l'explication à droite de la photo, enfin du tableau plutôt. Comme c'est un ancien espion du tsar, eh bien, évidemment, il a peur d'être découvert par les autres. Bon, alors peut-être il a peur aussi de voies de fait, enfin, c'est ce qu'on lit dans son courrier en tout cas. Et donc, il va se réfugier à Bordeaux, il s'en va déjà à la fin du mois de septembre. Donc, première constatation, nos gens du Cournot, de toute façon, ils sont déjà révolutionnaires, alors au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire contre l'Ancien Régime. Ça, c'est déjà une certitude. Alors, ce que j'ai essayé de me poser comme question, bien sûr, c'est aller plus loin. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas eu de véritable mutinerie, mais mon point de vue, je vais essayer de vous le prouver, c'est qu'il y aurait peut-être pu en avoir une. Alors, est-ce qu'il y a de la discipline? Est-ce qu'il y a de la rébellion? Est-ce qu'il y a tout ça? Voilà, on va se poser ces questions-là, bien sûr. Alors, notamment du point de vue de la hiérarchie, mais pas que. Et puis aussi, en tant qu'historien, si ce sont des révolutionnaires, alors lesquels? Est-ce qu'ils penchent plutôt du côté des mencheviks ou des bolcheviks? Voilà ce que je vous proposerai comme problématique. Alors, combien sont-ils ces gens-là? Ils sont à peu près le même nombre qu'ailleurs, hein, enfin qu'à la Courtine, un peu moins nombreux certainement. Enfin, en tout cas, le chiffre exact que j'ai pu trouver au moment où ils s'en vont, parce qu'avant on ne peut pas, les Russes ne font jamais l'appel, donc c'est très difficile de savoir combien ils sont. Ils sont 7340 quand ils s'en vont. Dont 6000 hommes de la 3e brigade, hein, l'essentiel de cette brigade, ayant quitté la Courtine au mois de juillet pour rejoindre le camp de Felletin. Mais ils ont été également rejoints par une minorité de la 1re brigade. Hein, c'est pour ça que je vous l'ai mis quand même en complément. Ça faisait à peu près 1000 hommes. Donc, vous voyez, au total, 6000 et 1000, ça fait 7000. Alors, nos gens du Cournot sont réputés en général pour être plutôt des contre-révolutionnaires, des loyalistes. Pourquoi? Parce que justement, ils ont été plus de 2000 à participer à la répression de la Courtine. La hiérarchie en a emmené plus de 2000. Exactement, je vous l'ai mis ici, 4 bataillons et 2 compagnies de mitrailleuses. Et à cause de cela, évidemment, on s'est dit, voilà, ce sont tous des loyalistes. Alors, effectivement, il y a quand même quelques éléments qui vont dans ce sens. Premier élément, les 2 brigades, la 1re et la 3e, étaient très opposées. Il y en avait une qui était surtout gouvernement provisoire, très fidèle au serment du 5 avril 1917, et qui était en gros sur la position du défensisme révolutionnaire. Mais il y avait, alors évidemment, il y avait sur la 1re brigade, elle, qui était plutôt maximaliste et bolchevisante. Alors, il y a toujours une forte animosité entre les 2 brigades. Ça, les textes le montrent, pas de problème. Donc,
Premier élément. Deuxième élément aussi, lorsque la Courtine a commencé sa mutinerie au mois de juillet, il y a une adresse de la 3e brigade à la 1re qui dit « Camarades, revenez à vous », sous-entendu, vous vous perdez, et même on parle de la mutinerie comme d'un égarement. Donc, deuxième élément qui prouverait que c'était plutôt loyaliste. Alors, évidemment, après aussi la participation à la répression, là, je n'y reviens pas parce que c'est ce qui est le plus célèbre, hein, c'est plus de 2000 hommes. Ensuite, ça s'aggrave, parce qu'à partir du moment où vous avez versé le sang de vos propres camarades, parce que, je rappelle, c'est quand même des Russes quand on tirait sur des Russes, il ne faut jamais l'oublier, alors évidemment, l'animosité s'aggrave, à tel point que quand il y a des gens qui viennent de l'hôpital de Saint-Servant et qui ont été blessés pendant les mutineries, qui reviennent une fois soignés, ils arrivent au Cournot, eh bien, ils arrivent en disant « mais il faut qu'on venge nos camarades ». Donc, on va taper sur les autres, en quelque sorte. Donc, là aussi, une certaine violence qui continue. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter là? De mon point de vue, non. Parce que déjà, dans les courriers, on voit bien qu'il y a certains qui pensent assez vite que tous ceux qui ont participé à la mutinerie ont été manipulés par les chefs. Donc ça apparaît dans beaucoup de courriers. Et puis, même du côté de ceux qui ont été parmi les répresseurs, si je puis dire, il y a beaucoup de regrets que l'on relève dans leurs courriers. Donc, ils parlent même de tâches morales, enfin, voyez. Alors, d'où le fait que, de plus en plus, moi je penche sur l'idée que c'était des troupes, en fait, qui n'étaient pas si sûres que ça. Alors là, vous êtes trop loin pour lire, vous me pardonnerez, j'aurais dû mettre ça en plus gros, mais c'est vraiment un document qui est extraordinairement éclairant, qui montre que ces troupes du Cournot, en fait, elles ne sont pas sûres dès le départ, pratiquement. Dès le départ. Et ça se voit ici, c'est un courrier du général Vidalon, qui est le sous-chef d'état-major général au ministère. Et il parle de deux personnes qui sont très connues quand on étudie toutes ces brigades. D'abord Zankiewicz, qui est le représentant militaire du gouvernement provisoire auprès des armées françaises, et aussi Rapp, qui est le commissaire militaire délégué du gouvernement russe. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Mais d'abord, ils disent que début août, on a essayé d'utiliser une première fois la 3e brigade, vous voyez, un peu à l'avance par rapport à la mutinerie, pour taper sur la première, qui était déjà mutinée. Et là, ils n'ont pas voulu tirer sur leurs camarades. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont refusé de servir d'auxiliaire de police, en fait, pour la hiérarchie. Donc, premier élément important. C'est aussi à cause de ça que début août, les autorités militaires commencent à se dire, il y a le mot effervescence qui se retrouve à plusieurs reprises dans les textes, mais eux aussi, ils sont contaminés. Donc, vite, il faut les faire partir, il faut les envoyer au Cournot. Il y a une décision qui est prise un jour, et dès le lendemain, c'est fait. Vous voyez, un coup de téléphone, on les sent qu'ils sont dans l'urgence. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ce document. J'ai fait observer au général Zankiewicz qu'il a eu, au commencement d'août, toute la brigade du Cournot sous la main pour rétablir l'ordre et qu'il a renoncé à l'utiliser, n'étant pas sûr d'elle. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, premier élément. Qu'il a demandé ensuite un envoi urgent de cette brigade au Cournot, dans un état d'esprit, alors j'arrive même plus à lire moi-même, voilà, oui, demeurant inquiétant, voilà, donc ça c'est clair. Et ensuite, troisième chose, qu'enfin il y a 10 jours, parce que c'est un texte du 10 septembre, donc ça veut dire début septembre, hein, il dit ça pour début septembre. Il y a 10 jours à peine, M. Rapp m'a déclaré à moi-même douter de la possibilité d'employer un bataillon du Cournot. C'est-à-dire que même parmi ceux qu'on envoie faire la répression, eh bien justement, il y a 100 ans, jour pour jour aujourd'hui, eh bien même parmi ceux-là, ils n'étaient pas sûrs de tout le monde. Donc vous voyez, bon, c'est quand même, je trouve que c'est assez net. Enfin, je citerai un dernier document qui m'a paru vraiment intéressant, une lettre du capitaine Dubois, qui est le chef d'état-major français de la 1re division russe, en décembre, le 11 décembre, qui écrit toujours à notre même général Vidalon de tout à l'heure, et il dit « Un certain nombre de soldats envisagent même la nécessité de se révolter comme ceux de la Courtine ». Donc là, je pense que c'est quand même assez clair. Alors, autre élément aussi, mais là je passerai rapidement parce que le temps tourne, la question du désarmement, hein, c'est très important, on en a déjà parlé ce matin, me semble-t-il, je me souviens. À chaque fois, on a essayé de leur faire déposer un peu les armes. Évidemment, on ne peut pas, parce que comme on l'a dit, c'est des troupes alliées. Donc, il y a des subterfuges, c'est-à-dire dans les premiers exercices militaires qu'on leur fait faire, on enlève les grenades ne sont pas actives, on leur fait faire des mouvements mais sans les munitions, vous voyez le genre. Et après, évidemment, ils ont une autre idée, entre guillemets, géniale.
qui est de dire, au contraire, on va leur faire tirer, et on ne renouvellera pas les munitions. Et du coup, au bout d'un moment, ils n'en auront plus. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe, parce qu'au moment où il y a l'armistice de Brest-Litovsk, ils ont encore à peu près 20 000 cartouches sous la main, et il y a un supérieur, je ne sais plus lequel, excusez-moi, là j'ai un trou, qui dit, ah là là, je ne sais pas comment je vais pouvoir leur reprendre, parce que de toute façon, ça va poser des problèmes. Donc là aussi, vous voyez, cet aspect-là est très, très, très net. Alors après, je vais entrer, mais là, je vais devoir aller plus vite, très certainement, monsieur voilà, le compteur du temps. Alors après, je me suis posé la question suivante. Je vous donne quand même le plan pour que vous suiviez. Je me suis demandé, voilà, maintenant que je sais que pour moi, c'était quand même plus des révolutionnaires que des loyalistes. Alors après, vous pourriez aussi me demander tous, oui, mais sur vos 7000, vous en avez combien? Alors si on suit la hiérarchie, en fait, on en aurait 3000 d'un côté, 4000 de l'autre, mais c'est pas la peine de se prononcer, d'abord on ne le saura jamais. Et puis j'ai un peu tendance à penser qu'il y avait plus de révolutionnaires que de loyalistes de toute façon. Alors je me suis posé la question des causes, dans un premier temps. Une cause tout à fait banale, la haine des officiers, qu'on trouve partout, ce qui fait que je vais pouvoir ne pas y insister beaucoup. Je vous ai mis quand même à droite un beau tableau de Zinoviev, parce que je trouvais qu'on voyait les officiers planqués dans les tranchées, tranquilles, en train de regarder leurs cartes. Et à gauche, une vraie photo du général Logvitsky, le général qui dirigeait la division russe qui était donc à Okourno et qui passait en revue les tranchées. Alors, la différence de classe est très très nette dans les environs du camp du Kourno. D'abord financièrement, parce qu'un soldat de deuxième classe touchait 60 fois moins comme solde qu'un lieutenant, par exemple. Donc alors les officiers, les soldats pouvaient quasiment rien faire avec les sous qu'ils recevaient. Par contre, les officiers, un texte dit, ne songent qu'à faire la noce. Effectivement, ils ont quoi? Faire la fête. Alors, on leur reproche beaucoup ça au niveau local. Arcachon devient le but de promenade et de séjour de ces messieurs qui font des dépenses excessives. Et d'ailleurs, comme avec ces dépenses, ils font monter les prix, l'inflation touche qui? Bien sûr, touche le simple soldat, qui lui, de toute façon, n'a pas beaucoup à dépenser, j'ai dit tout à l'heure. Alors, deux dernières causes sur lesquelles je voudrais quand même insister, même si j'essaye d'aller vite, c'est l'isolement. C'est très très loin, le Kourno, c'est tout là-bas d'ailleurs, tout là-bas dans le sud-ouest perdu. On est tout seul, on est dans un coin en plus qui n'est pas du tout urbanisé, même encore aujourd'hui. Maintenant, il ne reste presque plus rien, il reste qu'une petite baraque, mais enfin quand même. Alors leur inaction, le fait qu'ils ne font plus du tout d'action militaire puisqu'ils ne sont plus au front, ils sont complètement désœuvrés. Ici, pour une fois, vous voyez, c'est une vraie photo de vrais soldats au Kourno. J'ai eu énormément de mal à trouver des documents iconographiques, il y en a très 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 peu. Alors je me suis empressée évidemment de la prendre celle-là pour illustrer leur inaction, d'autant que les pauvres gens, en fait, ils sont toujours à la merci du fait que, si vous voulez, la hiérarchie, elle est dans les atermoiements pendant ces 5 mois. Parce que tout le monde se demande à chaque fois, est-ce qu'on peut les renvoyer chez eux? Pas vraiment, parce que de toute façon, avant la révolution d'octobre, pas possible. Le gouvernement provisoire veut continuer la guerre, comme chacun sait. De toute façon, ils ont peur d'eux aussi. Donc si on les renvoie là-bas, c'est peut-être des maximalistes, ils vont être dangereux, donc on n'avait pas du tout aussi un intérêt à les renvoyer chez eux. La France, bien sûr, aimerait bien les renvoyer, mais de toute façon, elle n'a pas de moyens navals pour le faire. Donc elle demande aux Anglais, elle demande aux Américains, ça ne marche pas. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, elle va avoir intérêt à le faire, puisqu'elle va se servir de ces gens-là comme monnaie d'échange au moment du gouvernement bolchevique. Voilà, alors là, ça va faire une différence par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Quelqu'un a dit ce matin, oui, ils ont été bien accueillis à la Courtine, les Russes, quand ils sont arrivés. Pas du tout bien accueillis sur le bassin d'Arcachon. Il faut dire que ce n'est pas la même classe sociale, pas vraiment non plus. La seule classe sociale qui pourrait être comparée, c'est un peu les résignés, si vous voulez, qui étaient dans la lande et la forêt à côté. Alors ceux-là, par contre, à mon avis, ils les ont plus ou moins bien accueillis parce que les autorités se plaignaient justement qu'ils n'avaient pas de renseignements par rapport à tous ces forestiers, à tous ces résignés. Mais là, je pense plutôt, si vous voulez, à la fois aux pères missionnaires, à la population elle-même aussi, bien sûr, sur place, et je pense surtout aux touristes aussi. Donc, tous ces gens-là, en fait, les prenaient pour des planqués. Alors, ces gens-là étaient, en tout cas, pas au courant, certainement, des hauts faits militaires qui avaient été les leurs pendant l'offensive Nivelle, donc ils ne pouvaient pas deviner non plus. Alors, pour eux, c'était des gens qui étaient en villégiature, ils voyaient les officiers qui dépensaient tout leur argent, j'ai dit tout à l'heure, donc c'était des planqués. Donc, ils étaient absolument mal vus.